On va pas dire qu'on t'a attendu. On va pas dire qu'on t'a attendu comme le Messi, mais pas loin. Hein. Mais non. Mais non. Alors, vous avez déjà commencé à parler de quelque chose parce que je viens juste d'arriver. On commençait à parler avec Yassana, c'était très intéressant. Il parlait de mouvements africains qui sont vraiment prêts au niveau de la dissidence, mais prêts à l'action, alors que nous ne sommes peut-être pas encore forcément très très unis pour le faire de façon massive ici. Alors, je te fais un petit résumé, Jim. Hein. Et donc, c'était assez intéressant justement de voir qu'il y avait peut-être encore un petit décalage justement entre les deux niveaux. Et voilà, nous étions là-dessus. Donc, c'était le propos du moment. En fait, c'est pas étonnant. En fait, le décalage qu'il y a entre les Africains et nous, c'est qu'eux, ils ont encore leur unité, leur identité, leur unité nationale, ce qui n'est plus le cas chez nous. Ça, c'est faux. Alors là, vous vous trompez complètement. Alors là, excusez-moi, mais j'ai envie de vous dire, c'est faux. Et je vais même vous dire un truc. L'Afrique, c'est l'Europe bis, hein. Moi, je le dis, hein, clair, net et précis. Et je les fustige largement à ce niveau, quoi. Et encore tout à l'heure, j'étais avec un gars qui parlait, mais en parlant des partis politiques, ouais, machin est mieux que machin, et ceci et cela. Mais j'avais envie de dire, mais ferme ta tronche, quoi. Mais arrête de parler. Là, t'es en train de parler des satanistes et des francs-maçons. Alors, ferme-la, quoi. Ouais, enfin bon, ça n'empêche pas que vous avez quand même une unité, une identité, que tu le veuilles ou non, que nous, on n'a plus du tout. Mais on est tous pareils. Alors voilà, moi c'est là-dessus que je me bats aujourd'hui. Parce qu'à un moment, je pensais que vous disiez, mais après mûre réflexion et après avoir fait le tour d'eux, je vous assure que non et non. On a tous des défauts et à peu près les mêmes. On se ressemble tous, enfin pas tous, on est pareil, mais on a des points communs qui font que. Mais notre intérêt, il serait peut-être à ce niveau, c'est-à-dire de se rassembler une bonne fois pour toutes, parce que l'ennemi, il est archi commun. Ah mais oui, c'est clair. Hein. C'est clair comme de l'eau de roche. En ce qui nous concerne, nous ici, c'est clair comme de l'eau de roche, mais en ce qui concerne la majorité des Français, en tout cas pour parler des Français qui ne sont pas du tout éveillés et qui croient que Macron va sauver le monde, non, pas du tout. Tu vois ? C'est-à-dire, nous, on a perdu notre unité, clairement. Voilà. Après, que les Africains soient prêts à prendre peut-être les armes, à chasser la dissidence. Encore que je ne vois pas comment, parce que comment vous l'identifiez, la dissidence? Je n'ai pas compris la fin. Si vous l'identifiez comment vous l'identifiez, la dissidence? En ce qui vous concerne à vous, en Afrique, le prédateur, c'est l'occidental, qui vient piller les ressources africaines et qui vous laisse les miettes en réalité. Tandis qu'en France, ils font exactement la même chose. Hein. Là, je suis d'accord, on est exactement logé à la même enseigne. On a un peu plus de confort que vous et un peu plus de modernité, mais réellement, sur le fond, on se fait piller de la même façon que les peuples africains. Voilà. Exactement de la même façon. Monsieur, excusez-moi, monsieur. Je m'excuse de vous parler comme ça, mais je viens de Normandie. Je suis normand et je suis pas africain. Je suis normand. J'habite Normandie, l'Orne. Je suis de la petite Suisse normande, monsieur. Excusez-moi. Ah bon, vous aviez changé de voix entre-temps, hein? Carrément, j'en ai plein. Ah, ça, c'est bien vrai. Écoute, je te dis pas, mon petit gars, je suis de Normandie. Et je te dis que c'est bien vrai. Ouais, bah moi, je suis ton voisin. Si tu fais le con, je te retrouve. Tu viens troller, en fait. Avec plaisir. Ouais, bah t'inquiète. Non, mais c'est quoi ce bordel, là? Non, c'est parce que j'aime bien. Bah, les obéis, il faut changer de bannir. Non, mais sûr que pour parler sérieux, là, voilà, une personne en moins. Ciao.
Non, mais c'était un troll. C'était un troll, tout simplement. Excusez-moi pour le coup de voix. Je commençais à comprendre parce que je lui ai posé des questions, vous avez entendu, et il a disparu d'un seul coup suite à mes questions. Je le mettais au pied du mur et là plus rien. C'est quand même bizarre. Oui, mais il ne faut pas perdre de temps. Faut pas perdre de temps avec les trolls. Hein. Il faut les dégager, puis c'est terminé. Bon, là, ça y est, il est banni, il ne reviendra pas. Est-ce qu'on a des questions? Attends, parce qu'il y a, comment il s'appelle? Il y a quelqu'un qui n'a pas configuré correctement son micro. C'est Marika78. Et moi, ouais. Ouais. Est-ce que tu pourrais le configurer, s'il te plaît, parce que ça fait de l'écho. Ah, je suis désolée. Je fais quoi? Parce que je suis un peu nunuche. Alors, s'il y a Metotsu qui est là ce soir, j'ai pas eu le temps de lui dire bonsoir, je ne sais pas s'il est là. Tu peux lui demander, ou alors il va te contacter. S'il n'est pas là, est-ce que quelqu'un peut expliquer à Marika78 comment? Olivier, est-ce que tu peux, s'il te plaît, lui expliquer en privé comment on fait? Je fais comment? Là, je suis paumée, moi. Par Skype, je ne connais pas. Alors, le reste. On n'est pas sur Skype, là, on est sur... Non, je sais bien, mais là, c'est tout nouveau pour moi, donc excusez-moi. Écoute, suis les consignes d'Olivier Metotsu, il va t'expliquer. Oui, d'accord. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions santé ce soir, rien du tout. Jim, pour ça, quand on dort et puis qu'on a les mains et les bras complètement morts, engourdis, là, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu te réveilles et que tu sens plus, t'as plus la sensation des membres, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, j'ai tout le temps ça. Ben, c'est normal, hein. C'est parce que pendant le sommeil, tu sors, hein, tu sors ton corps physique, donc c'est tout à fait normal. Et donc, quand tu réintègres ton corps physique, ce que tu sens, les petites aiguilles que tu sens, c'est ton corps vital, en fait, qui rentre à l'intérieur du corps physique. D'accord? Donc, ce que tu sens, c'est les petites aiguilles que tu sens. Oui, des petites aiguilles. Ouais, bah c'est comme ça qu'est constitué le corps éthérique et c'est comme ça qu'il se réintègre dans le corps physique, en fait. Mais il y a des gens qui ont plus ça que d'autres, non? Bah oui, comme j'ai expliqué, chez les personnes qui ont la faculté de sortir de leur corps, il y a entre chaque corps vital, enfin entre chaque corps, plus exactement, il y a ce qu'on appelle on appelle ça des membranes, en fait, qui sont des membranes énergétiques, hein, mais qui, à force de pratique et à force de méditation, à force de sagesse, à force de se spiritualiser, ce sont des membranes qui deviennent de plus en plus lâches, si tu préfères. Donc, c'est comme ça d'ailleurs que la sortie astrale est possible, au bout d'un moment. C'est parce que ces membranes ne sont plus aussi serrées que chez les personnes qui ne sont pas spiritualisées. Voilà, ça va beaucoup mieux là. Oui, j'étais branchée sur mes haut-parleurs. Voilà, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Ok, tant mieux. Bonsoir. Alors, donc, est-ce que tu as compris, Jafinette, le principe? Oui, ça veut dire que je sors souvent de mon corps, c'est ça, quand je dors? Tout le monde sort de son corps quand il dort. Tout le monde sans exception. Mais toi, ça veut dire que la réintégration du corps physique se fait un petit peu plus lente parce que tes membranes sont déjà lâches. Mes membranes sont lâches. Oui, les membranes qui sont entre les corps. Tu sais qu'on a différents corps. Oui. Voilà. Donc, alors, je pop, oui, le blanc des yeux qui jaunissent, oui, c'est le foie, oui. Assurément. Alors, le thème de ce soir, il n'y a pas de thème particulier, même si on va parler un petit peu de la constitution qui a été bafouée par Valls. J'aimerais bien qu'on en discute et qu'on parle de la loi Kalergi, qu'on en parle un petit peu. Je ne sais pas si Jonathan est là ce soir, je crois que oui. Oui, j'ai vu, il est juste en dessous de moi. Et on va en parler un peu parce que ça me vaut pas mal de disputes là et c'est très important que les gens sachent ce qui se passe vraiment. J'ai étudié un peu la question là entre-temps
Voilà, donc on va parler un petit peu santé. Et s'il n'y a pas de questions particulières, on va vite bifurquer sur ces thèmes-là parce que c'est très important. On va en parler après. Excusez-moi, est-ce que c'est possible de sortir de son corps et de ne plus rentrer? Ça s'appelle la mort. C'est la mort. Non, mais plus sérieusement, je comprends ta question. Tu veux dire de sortir de son corps et de ne plus y rentrer dans le sens où quelqu'un peut y rentrer à ta place ou dans le sens où tu peux rester dans le coma pendant X temps. C'est ça que tu veux dire? Ouais, histoire de se balader un petit peu plus longtemps, quoi. Ouais, ça arrive, bien sûr. Hein. Ouais, ça peut arriver. Tu peux rester 4-5 jours dans l'astral à te balader et pendant ce temps-là, tes proches qui sont autour de ton corps physique ne comprennent pas ce qui t'arrive, ni les docteurs d'ailleurs, parce que tu es dans un état léthargique total. Ok. Ouais, ça peut arriver. Il y a pas mal de récits comme ça. Hein. Si tu lis, là, je crois que c'est Gonzalo Melchizedek dans son livre Les 2 tomes de la fleur de vie, l'ancien secret de la fleur de vie, il explique ça. Il explique qu'il est resté une semaine quasiment comme ça. Et que toute sa famille était réunie quand il s'est réveillé parce qu'il pensait qu'il allait mourir. Quoi. Il était dans le coma depuis une semaine. En fait, lui, il n'était pas dans le coma, il était en train de vivre des expériences dans l'astral. J'ai été voir une D'accord. thérapeute, Dim. T'as été voir? Mais ça se passe comment pour le corps physique? Attends, parce que 2 questions en même temps, je n'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe comment pour le corps physique? C'est-à-dire? Bah, si tu restes 4 jours hors de ton corps, comment ça se passe? Bah, rien. Ton corps physique, il est en veille, il attend que la conscience revienne l'habiter. Pendant ce temps-là, il se déshydrate, il s'appauvrit. Si ça dure longtemps, il va falloir battre une perfusion, comme quelqu'un qui est dans le corps. Pas forcément, il fait un jeûne sec en fait, non? Ok. Dim, parfois, je vois des gens qui me regardent et ça me fait peur et je suis obligée de commencer à crier très très fort pour les chasser. Et puis après, je me réveille. Ouais, ça, encore une fois, on en avait parlé l'autre fois, mais est-ce que tu as fait ce qu'on avait dit depuis? Est-ce que tu t'endors en faisant une douche astrale, une douche vitale? Est-ce que tu fais ça? On n'a pas parlé de ça, ça me dit rien. Non, mais on avait parlé de s'endormir en étant le plus possible élevé dans la vibration, soit s'endormant en faisant une prière que tu affectionnes ou en faisant une méditation, une reconnexion, et à demander à ta présence de lumière d'activer ton tube électronique. On n'en avait pas parlé l'autre fois? Ah oui, c'était mon ami qui était avec moi. D'accord. Donc en fait, c'est la même méthode. Mais maintenant, ça y est, ça me le fait plus, mais ça me faisait un moment. Oui, c'est tout simplement que tu as conscience que tu es en train de traverser les plans astro inférieurs et tu t'en rappelles en te réveillant. Hein. Donc ça veut dire que tu as ta conscience. Oui, c'est ça, simplement. Ça me le fait plus là, ça y est. Ouais. Alors, les questions de peau, là, tout ce qui est problème de dartre, de psoriasis, tout ça. En fait, la plupart du temps, tous les problèmes de peau, c'est en général dû aux poumons et au foie, la plupart du temps aussi aux intestins. Donc, il faut comprendre que le poumon est l'organe de la tristesse, le foie de la colère, d'accord? Donc, qu'est-ce qui peut bien se passer dans ta vie pour qu'il y ait soit une tristesse, soit une colère rentrée et qui essaie de sortir par les émonctoires, à savoir par la peau? En fait, c'est ça hein, qu'il faut essayer de régler le problème en amont. Hein. Parce que, essayer de mettre des crèmes sur la peau, c'est une chose, mais ça ne guérit pas la source du problème. La source du problème, il est là. Très souvent des problèmes affectifs, des problèmes émotionnels, des chocs qui sont à la base de ça. Moi, je sais par expérience que le zona, c'est vraiment la colère rentrée, la colère non exprimée. Par exemple. Le psoriasis, c'est encore autre chose. Ça peut être une frustration, ça peut être une humiliation, ça peut être des tas de choses. Donc il faut très souvent, vous savez, l'origine des problèmes comme ça de peau récurrents, c'est vraiment des problèmes psychologiques, hein, émotionnels, hein. Plutôt émotionnels. Hein. Voilà.
Donc, tu as des complexes d'huile essentielle. Effectivement, tu as l'huile de coco qui marche très bien, l'huile de coco vierge. Tu peux mélanger l'huile de coco avec de l'huile essentielle de tea tree qui marche en général bien pour tout problème de peau. Tu as plusieurs huiles essentielles. Il faut essayer de trouver sa synergie et puis essayer surtout d'aller régler son problème en amont au niveau de l'émotionnel. C'est surtout là. Il faut essayer de voir à partir de quel âge ces problèmes ont commencé. À quel mois, quelle période, est-ce que ça s'amplifie plus l'hiver, est-ce que ça s'amplifie l'été, tout ça, il faut essayer de comprendre à quoi c'est lié. Voilà. Il faut s'observer en fait. Il faut s'observer. Moi, j'ai pigé que mon zona était vraiment lié à une colère qui était vraiment contenue, que j'ai pas pu exprimer. Ça m'est arrivé 2 fois et à chaque fois, c'était la même histoire. Idem pour les hémorroïdes, entre parenthèses. Les hémorroïdes qui sont, comme on dit, vous savez que l'anus est l'œil du foie en médecine chinoise. C'est l'émonctoire du foie. Et le foie, c'est la colère. Et quand vous êtes sous pression, en colère, et qu'en plus, vous allez vous boire 2-3 vodkas, ça peut provoquer ce qu'on appelle les hémorroïdes, à savoir un feu du foie. Et le feu du foie peut se traduire par des problèmes vasculaires, des problèmes musculaires, et notamment des hémorroïdes. Donc, calmer le foie dans ces cas-là. Jim, quand tu fais un diagnostic comme ça, quand tu reçois un patient et puis tu lui fais un diagnostic de médecine chinoise traditionnelle, ce serait pas bien qu'il reparte quand même avec un topo de ton analyse, parce que moi on me l'a fait oralement, mais dans le feu de la discussion, j'ai quasiment rien retenu, quoi. J'aurais aimé partir avec un écrit, tu vois. La prochaine fois, tu enregistreras. Ouais. Avec ton téléphone. Parce que si tu as été voir mon thérapeute, c'est ça? Oui. Alors, comment ça s'est passé? Oui, alors, si tu veux, bon, je trouve que elle a été perspicace. J'ai rien dit exprès en arrivant, mais elle a deviné pas mal de choses. Mais par contre, dans le feu de la discussion, elle me disait des choses, mais j'ai retenu que la moitié. Dommage que ça n'a pas été consigné par écrit, je dirais. Donc, je suis repartie juste avec une ordonnance d'homéopathie. Et globalement, c'était bien, c'est très bien. La seule petite remarque, c'était que j'aurais aimé avoir quelque chose de posé par écrit par rapport au diagnostic, que ce soit sur le plan physique, même le psychologique. Bon, psychologique, il y avait très peu. Mais sur le plan physique, j'aurais aimé avoir un diagnostic écrit, que je reparte avec une trace écrite, tu vois. Mais ils sont sur la sellette. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de faire des ordonnances. Ils n'ont pas le droit de faire des diagnostics. Et ils ont à peine le droit de faire des soins. Donc, si en plus ils te font un truc écrit de ce qu'ils viennent de faire, tu vas direct chez les flics et eux, ils vont direct en prison. Donc, c'est ça. C'est impossible. Donc, la prochaine fois, tu y retournes, tu prends ton téléphone, tu enregistres. T'as raison, je comprends. Il faut savoir qu'ils n'ont même pas le droit de piquer, ils n'ont même pas le droit de mettre des aiguilles. C'est un truc de fou. Oui, alors, on m'a fait la comment tu dis pas l'acupuncture, mais l'acupressure, oui. Oui, ça fait très très mal. Ça fait mal uniquement parce que tu as de l'énergie perverse qui est bloquée dans des stases. Tu as des stases d'énergie perverse dans certains points. Sinon, ça fait pas mal d'habitude. Normalement, ça ne devrait pas faire mal. Oui, mais jusqu'à ce qu'ils appuient, jusqu'à ce que ça fasse plus mal, en fait. Voilà. Tu as vu, ça passe au bout de 5 minutes. Oui. 5 minutes. Alors maintenant, c'est ça qui est incroyable. Ouais. Non, c'est vrai que c'est intéressant. Après, il faut voir maintenant sur la durée. Je vais suivre mon traitement et je vous tiendrai au courant. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans ce domaine? Ok. Est-ce que Jonathan est là parmi nous? Jonathan, es-tu là? Esprit, es-tu là? L'esprit est là. Bon, ça va? Tu vas bien? Ouais, ça va et toi? Et tout le monde d'ailleurs. Ça va. Ouais, ça roule. Bon, est-ce que ça te dit qu'on parle un petit peu du plan Kalergi là? Je peux compléter certains trucs, etc. Mais c'est pas du tout mon domaine de... C'est pas du tout une spécialité chez moi. Je connais un peu dans le grosso modo, mais je sais pas ce que tu as étudié toi.
Oh bah non, je suis allé voir un petit peu qui était ce Kalergi, là, et à partir d'autant, il a écrit son plan de remplacement des populations européennes par ce qu'il appelait lui-même la pan-Europe, c'est-à-dire le remplacement des Européens de souche par des populations africaines la plupart du temps et aussi asiatiques. Ça, c'était dans son plan initial. Et puis, comment on nous dit que tout ça, c'est du pipeau, qu'il n'y a pas de plan Kalergi, etc., alors que Merkel a reçu le plan Kalergi en 2010. Donc, pour un plan qui n'existe pas, on décerne des prix, quoi. Donc, c'est au chef d'État qui va faire rentrer le plus de migrants pour remplacer le plus d'autochtones et d'Européens de souche qui va avoir le prix Kalergi, quoi. Donc, on en est là aujourd'hui. Ben ouais. Donc, si tu veux rajouter quelque chose, vas-y. Tu parles de moi ? Ouais. Je crois que c'était un conseiller d'Hitler, en fait, si j'ai bien compris. Enfin, un des conseillers d'Hitler. Et le plan, enfin l'essence de son plan était consultable dans le livre qu'il a écrit. C'était en 22, 23, un truc comme ça. Ouais, ça rejoint ça, ouais. C'est un métissage forcé et artificiel du continent. Il n'y a pas de jugement de valeur, hein. Là, on essaie de taper dans le dur, dans le factuel. Il n'y a pas de bien, mal, etc. On s'en fout. Factuellement, ouais, c'était un métissage artificiel par un transvasement de civilisation et de population, donc essentiellement l'Afrique, et essentiellement l'Afrique noire sur le continent européen, et un métissage de force en fait pour désenraciner et détruire une culture et créer une nouvelle culture. C'est ce qu'on appelle, tu vois, principe de vider une coupe et de la remplir. Alors, je crois qu'il va y avoir un deuxième ban. Le flux. Il vient de le faire. Moi, c'est drôle. Ils sont fous, les gens. Ah bah après, il faut avouer que c'était drôle. À mon avis, c'est la même personne. Hein. Ils sont très imaginatifs ce soir. Alors, par contre, il y en a certains qui n'ont pas pris option musique au collège. Hein. Donc je disais, ouais, donc il y a l'aspect métissage, il y a l'aspect culturel, et il détaille certains plans, certaines grandes lignes d'un plan d'ingénierie sociale à grande échelle, quoi, essentiellement. Ouais, alors, mais par contre, ce que je vois pas. Salut Alixator, comment va-t-il ? Ce que je ne vois pas, c'est le rapport entre Hitler et le plan Kalergi, parce que Hitler, lui, il voulait clairement un nouvel ordre basé sur une nouvelle race de blonds aux yeux bleus, alors que Kalergi, c'est exactement le contraire. Ouais, c'est ça qui est bizarre, c'est que effectivement, on l'associe à Hitler, alors que c'est exactement l'inverse, en fait, son plan là. C'est un plan de destruction des nations et des peuples européens et du grand remplacement, clairement, alors que c'était pas du tout l'idéal hitlérien du Troisième Reich. C'était eux, ils voulaient détruire tout ce qui n'était pas blanc aux yeux bleus. Voilà, c'est rien à voir. Au contraire. Non, je suis pas d'accord. Tu crois que le but d'Hitler, c'était de mettre des blonds aux yeux bleus partout ? Je veux dire, il était pas naïf. Quand je dis il, hein, c'est tout le système qui était derrière lui, c'était pas mettre des blonds aux yeux bleus partout. Sinon, tu as 3 clampins sur le continent européen et tu fais pas grand chose avec. Non, c'était d'asservir un continent pour moi. Oui, mais enfin, d'asservir un continent. Il voulait remplacer les vieilles populations comme il les appelait, par des populations, par la nouvelle race. Hein. C'est ça qu'il disait. Hein. Les blancs aux yeux bleus, pour lui, c'était les Aryens. Bon, c'était lui qui les définissait comme ça. Lui et son équipe, en tout cas. Alors que Aryen, en réalité, c'est un terme qui a été galvaudé par Hitler, mais qui existe depuis plus longtemps que l'existence du Troisième Reich et qui signifie la 5e race mère, hein, c'est-à-dire la nôtre. Donc nous, on est tous Aryens. Hein. Ouais, je pense que ça c'est une doctrine qui était vendue au chair à canon, mais que c'était que de la surface. Le plan était autre. Et si on peut y mettre une transition entre les deux qui permet peut-être intellectuellement de faire un lien, c'est la très bonne conférence qu'a fait François Asselineau. Peut-être pas tous les éléments de réponse, mais il y a au moins certaines jonctions qui sont disponibles dedans. Je sais pas si tu l'as vu, elle fait peut-être 3-4 heures, mais elle est très très bonne. Pour montrer que essentiellement ce qu'on a, l'Union européenne aujourd'hui, a énormément de choses en commun avec le projet nazi. Pour l'Union européenne, je parle.
Oui, mais le problème, européen. Justement, comment il s'appelle il y a un nazi qui est à la base de la construction européenne, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est pas Kalergi, c'est un autre. Il y a un autre nazi du Troisième Reich qui est à la base de la fondation de Walter Holstein. Voilà. Ouais. Ah ouais. Mais c'est vachement important. Ça, c'était le nazisme, mais c'était pas le national-socialisme. Ça a été galvaudé à cause d'Himmler. Et c'était pas le choix initial d'Hitler. Le choix initial d'Hitler, c'était l'union dans la noblesse. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il s'est allié avec les musulmans et les Japonais. Il était même pas d'accord avec tous les délires de la race des seigneurs prônés par Himmler. Il a fait avec. Moi, je pense que c'est hyper important d'approfondir ce sujet. Parce que, effectivement, c'est ce qui est en train de se passer quand même. Hein. Donc, si la mère Merkel, elle a reçu le plan Kalergi en 2010, c'est bien parce qu'elle travaille dans ce sens-là. Donc, à un moment donné, il faut quand même s'intéresser à ce qui se passe, quoi. Alors, je dis pas que c'est pas ce qu'on fait, mais je pense qu'on devrait creuser ce sujet. Donc, moi, j'invite tout le monde à le faire. Il me semble que c'est primordial. Oui, il me semble effectivement, ce que j'avais vu. En fait, ils veulent faire une espèce de mixage de population entre les Africains et les Asiatiques, parce qu'ils veulent des personnes qui soient extrêmement dociles et qui soient aussi au niveau d'un QI qu'ils estimeraient être moindre avec ces mélanges. Alors là, c'est une certitude. Ce n'est pas forcément c'est peut-être pas un jugement de valeur, mais enfin voilà. Bah si, c'est une certitude entre un Ashkénaze et un mec sorti du fin fond du Congo. Je suis désolé, hein, c'est malheureux, mais il y a une différence de QI, c'est avéré. Si toutefois je peux poser une question. Tout n'est pas basé sur l'éducation. C'est malheureux. Mais quel Hitler quand même était basé sur le génisme. Ça vient d'où le génisme? C'est pas du blabla, c'est des faits scientifiques, mademoiselle. Je viens de vous poster un lien sur le mur en général. Vous voyez que Sarkozy avait très très bien compris l'intérêt pour lui, pour les leaders, de relever le défi du métissage qui fait partie bien entendu de ce plan dont on parle tout à l'heure. La personne qui m'a dit blabla, qu'est-ce qu'elle a à répondre à mes allégations? Je comprends pas. Non, c'est parce que tout le monde parlait en même temps, donc on ne comprenait rien. C'est tout, et en plus, il y a plein d'échos ce soir. Moi, j'ai pas d'écho, moi, ici. Il faut muter Pierre, c'est lui qui fait les échos. Non, moi je me mute tout seul, hein, je suis désolé. Pierre, il fait des échos? Peut-être quand je mets le haut-parleur, mais sinon, moi je l'ai muté, il n'y a plus d'écho. Tout seul. Moi, je n'ai pas d'écho ici. Hein. Moi, j'en ai. Est-ce que vous avez entendu parler de l'Union européenne qui prépare le Schengen de l'OTAN? Oui, ça fait 3 semaines que ça tourne sur les réseaux. Ben, vas-y, explique-nous davantage. Il faut que je reprenne toutes les notes. Je cherche. Bon, alors, il y a aussi cette histoire de constitution européenne qui aurait été dézinguée par Manuel Valls en 2016. En fait, il n'a pas dézingué la constitution européenne, il a dézingué la Cour de cassation qui désormais n'est plus autonome, plus indépendante, mais dépend directement du pouvoir exécutif, d'après ce que j'ai pu comprendre. En fait, la justice a perdu son indépendance. Voilà. Donc, c'est un des piliers de la Constitution française. C'est comme je disais tout à l'heure avec Jonathan, c'est que quand on enlève un pilier à une table, quand on enlève un de ses pieds à une table, est-ce que c'est encore une table? Donc c'est dans cette mesure que la Constitution française n'est plus vraiment la Constitution, c'est qu'ils ont enlevé un des piliers.
la Constitution. Voilà. Donc, la Constitution existe toujours, mais elle est bancale. Voilà. Donc, à ce titre, est-ce que les élections sont caduques ou pas caduques? Enfin, il faudrait encore que le peuple s'intéresse à tout ça. Jim, en fait, ce n'est pas que la Cour de cassation, c'est la justice à tous ses niveaux peut être inspectée suite à la décision d'un membre du gouvernement. Et cette inspection peut être même faite par un État étranger ou alors par une association, par une entreprise, donc au bon vouloir du Premier ministre ou du garde des Sceaux, je pense. La Valoche, tu nous diras si c'est bien ça. Je vous écoute, je vous écoute. Mais c'est surtout l'article 16 des droits de l'homme qui fait que la Constitution est annulée du fait que la séparation des pouvoirs n'est plus assurée. C'est l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui annule la Constitution de ce fait. Et elle annule la Constitution ou elle annule le décret Valls? Elle annule la Constitution. Le décret en lui-même n'est pas aboli, c'est-à-dire qu'il y a juste l'article 2. Et l'article 2 du décret donne simplement la mission de l'inspection générale judiciaire. Donc, elle retire juste l'article, la mission, c'est tout. Le décret existe toujours. Or, dans la décision du Conseil d'État, ils ont gardé l'article 6. Et dans l'article 6, le Premier ministre a le droit de demander l'inspection générale judiciaire. Or, le Premier ministre n'est en aucun cas quelqu'un d'élu, et en plus de ça, c'est un exécutif. Le seul garant en France de la séparation des pouvoirs et garant de l'autorité judiciaire est le président. Ah oui. Bon, quand on a dit ça, on a tout dit. Hein. En plus, l'inspection générale, il faut savoir que normalement, quand des membres de l'inspection doivent avoir le même niveau que des magistrats. Donc, autant dire que c'est du haut niveau. Et le souci dans tout ça, c'est que les membres peuvent être sortis de l'ENA, comme a dit je ne sais pas qui, être une autorité internationale. Et à partir de là, ça veut dire que l'autorité judiciaire n'est plus libre du tout. Par conséquence, la décision du Conseil d'État a juste calmé la requête des organisations syndicales et des associations qui ont demandé à ce que ce décret soit aboli. Ils ont juste calmé ça, mais c'est un leurre, c'est tout. Ouais, il faudrait le mettre en prison, ce Valls, ça, pour trahison nationale. Ouais. Je viens de mettre dans le chat, je viens de mettre l'ensemble de tous les courriers qui ont été passés entre la Cour de cassation et le ministère de la Justice et le gouvernement. Vous avez tout est là, tous les liens sont là, et vous pouvez regarder. Vous avez l'intégralité du comment je dirais de l'historique. En plus de ça, il faut savoir que le Conseil supérieur de la magistrature, donc est quand même un des piliers de la magistrature au niveau de la Cour de cassation, donc le CSM, la Cour supérieure de la magistrature, son rôle, c'est de conseiller le président. Donc, en fait, déjà, par définition, les pouvoirs ne sont pas du tout séparés. Oui, et puis ils font un mur des cons quand il y a des gens qui ne leur plaisent pas. Alors, je ne m'avancerai pas à leur place, mais on peut supposer. Oui, bien sûr. Ah oui. Maintenant, Macron, alors, tout le monde en veut à Macron. Alors, excusez-moi, je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave. Macron porte en fait toutes les politiques qui ont été menées depuis des années, puisque c'est le dernier président dit élu. Enfin, attention, ne rigolez pas sur le mot élu, s'il vous plaît. Mais par contre, tout simplement parce qu'il porte, de par sa fonction, ce qu'on appelle le droit est permanent, c'est-à-dire qu'en changement de présidence ou changement de politique gouvernementale, toutes les lois, tous les décrets, toutes les décisions qui sont passées avant cette élection, il en est le garant.
il doit absolument les faire appliquer, même si ce n'est pas sa politique. D'où le droit est permanent. Bon, ben voilà. J'ai perdu tout le monde là, je suis désolée. Ben voilà où on va. Hein. On va vers une destruction totale des institutions de France. De toute façon, les gens on va répéter systématiquement la même chose, mais sans éveil massif, il n'y a rien qui va changer. Ils vont continuer leur travail de destruction, puisque leur but, c'est de détruire les nations, et ça fait aussi partie du plan Kalergi, donc la destruction des nations pour en faire un supra-État fédéré justement à la banque et au lobby. Donc c'est exactement ce qui est en train de se passer. Est-ce que la loi, comment ça s'appelle, le secret des affaires est passée? Parce que Oui. J'ai pas eu. Oui, oui, il est passé. C'est passé. C'est passé où ça? À l'Union européenne? Parce que ça, c'est extrêmement, extrêmement grave. Hein. Alors, excusez-moi, j'étais pas sur le truc. Loi européenne, non, je l'ai vu passer sur décret. Sur décret, donc JO. Non, c'est à l'Assemblée qu'il est passé. Oui, oui. À l'Assemblée française? Ah oui. Oui, mais normalement, c'est une loi européenne, ça, c'est pas une loi française. Est-ce qu'il y a une différence, sans faire d'ironie? Bah, disons que si c'est une loi européenne, de toute façon, les lois européennes supplantent les lois nationales françaises. Donc déjà, que ce soit européen ou national, de toute façon, ça passe, quoi. J'ai mis dans la discussion le lien concernant Schengen. Le Schengen de l'OTAN. Ça, c'est important, Jim, aussi. C'est en train de se préparer à l'Union européenne. Ah bah, je vous écoute, vas-y. Donc, il y a un écho, mais pardon. Et c'est en fait, en gros, l'Union européenne prépare le fait qu'il y ait un Schengen pour toutes les armées de l'OTAN. C'est-à-dire que demain, concrètement, on peut se retrouver avec des bataillons de militaires américains qui se baladent sur nos routes, ou alors de militaires turcs, puisqu'ils sont dans l'OTAN, en toute liberté à travers l'Europe. Tout à fait, c'est exactement ça que j'avais trouvé comme article. Et je l'avais immédiatement mis sur vk.com et partagé aux uns et aux autres pour alerter. Alors après, bon, moi je ne suis pas sur Facebook, je suis sur VK. Donc je n'ai que VK pour informer. Ah mais attends. Attends, tu peux réexpliquer s'il te plaît, parce que j'ai pas eu le temps de noter. Vas-y, tu peux réexpliquer? Ariel ou moi? Oui. Ils ont ouvert un espace Schengen pour laisser passer les troupes militaires de l'OTAN. C'est-à-dire librement. N'importe quelle troupe de l'OTAN, avec les ordres, est en aptitude pour traverser, entre autres, la France. Imaginons qu'il y ait une émeute à Marseille. Eh bien, l'espace Schengen laissera passer les chars, les vagues, les militaires pour aller arrêter l'émeute qui est à Marseille, à Lille, à Rouen, j'en sais rien. Pour le moment, ils en sont à analyser les ponts pour avoir la largeur, les hauteurs, pour être sûr que les chars passent. Ouais, bon, bah, c'est clair qu'ils se préparent à quelque chose de grande ampleur contre les peuples. Hein. Pour moi, je le vois venir. C'est pour ça que nous, on insiste lourdement sur la survie avant de vivre. Parce que quand ça va nous tomber dessus, le jour où vous allez être réveillé à 5 heures du mat, parce que vous entendez les chenilles qui passent dans la rue, vous allez vous demander ce qui se passe. Je vous assure que ça fait du bruit, je suis pas militaire. J'ai été réveillé une fois par un convoi de tanks qui passait dans la rue. Ça m'a fait tout bizarre. Et il se passait rien de particulier. Ouais. Alors, par contre, pour en revenir au secret des affaires, Jim, il y a un truc qui est passé récemment, et ça c'est au journal officiel France, donc j'ai dit France, hein. Il y a un truc qui est passé juste après que le secret des affaires soit passé. Attention, accrochez-vous parce que c'est pas joli. Il y a la Banque européenne d'investissement, donc la BEI,
qui a fait un contrat avec la Société du Grand Paris. Donc, ils ont fait un contrat. Donc, moi, j'ai été voir ce qu'était la Société du Grand Paris, ce qu'elle faisait, etc. En fait, elle organise les Jeux Olympiques. Super invention, ça aussi. Et devinez donc, c'est passé au journal officiel, l'État s'est porté garant à hauteur de 1 milliard d'euros. Garant. C'est-à-dire que, en gros, si on prend un appartement, on prend un garant pour, en cas de non-paiement, on prend un garant qui sera susceptible de pouvoir payer nos loyers. Et bien là, l'État a pris 1 milliard, s'est porté garant à 1 milliard d'euros. C'est passé au journal officiel. Garant par rapport à l'entreprise qui organise les Jeux Olympiques, c'est ça? Ça veut dire que si le Grand Paris ne paye pas la Banque européenne d'investissement, c'est l'État français qui en est garant de ce montant. C'est-à-dire le peuple va payer. Je ne sais pas comment, mais il va payer. Bon, bah, il paye comme d'habitude, hein, avec son travail, avec sa sueur, la sueur de son front, comme d'hab. Voilà ce qui passe en ce moment. Alors j'avoue que en ce moment j'ai arrêté de regarder les lois qui passaient parce que j'en ai un peu ras-le-bol. Il y a beaucoup d'horreurs. Donc si je commence à en faire un, je veux en faire un par jour minimum, quoi. Donc non, mais ça, il faut le faire quand même, c'est important parce que. Il faut le faire. Bah ouais, parce que. Je suis plus en attente d'action, c'est-à-dire en me disant, ce que j'espère, c'est que ça va tomber, parce que là, si je fais ça, non. Les gens, il y en a marre il y en a marre des mauvaises nouvelles, je trouve. Moi, j'en ai marre des mauvaises nouvelles. J'ai envie d'avoir une bonne nouvelle qui me dit, le peuple s'est levé en disant, nous sommes le chef, les autres, vous n'êtes pas les chefs, maintenant, on va diriger. Voilà. Ben oui, on attend tous la même chose. Il me semble qu'on attend tous que quelqu'un fasse quelque chose, en fait. Tout le monde attend le mois de mai. J'ai l'impression que tout le monde attend le mois de mai. Le 1er mai, c'est Asselineau. Le 5, c'est le CNT. Le 13, il y a quelque chose aussi, le 7, je crois, mais je sais plus. Le 13, c'est le collectif Un an contre Macron. Non, Un an de Macron, ça suffit. Le 19, je crois, ce sont les femmes des forces de l'ordre en colère. Voilà. Oui. Est-ce que ça va changer quoi que ce soit? Moi, je veux bien, c'est très bien. Hein, attention. Hein. Mais si c'est 2000 personnes par-ci, 10 000 par-là, tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait au moins 2-3 millions de personnes dans les rues, quoi. Jim, ce qui est avantageux, c'est que apparemment, attention, c'est pas quand, faut pas exagérer non plus. Apparemment, les routiers rejoindraient l'action des cheminots. Bon, on ne sait pas quand, hein, ça rassurez-vous. Mais par contre, si eux commencent à bloquer le pays, avec les cheminots, ça risque de s'accélérer très rapidement. Ouais. Ça, c'est un sujet intéressant. Ça sert à quoi, en fait, ça sert à quoi l'action des cheminots, quoi? Parce que mis à part casser les couilles aux gens et en fait monter les uns contre les autres, ça sert à quoi? Est-ce que ça serait pas plus intelligent de faire en fait la gratuité pour tous, tu vois? Oui. Les mecs, attends, juste 2 secondes. Les mecs qui vont bosser, ils continuent à toucher, etc. et tout, et en même temps, personne ne paye rien. Et là, l'État voit une belle rente le partir, et puis ça casse les couilles à personne, en fait. Tout à fait. Ce serait idéal. Sachant qu'en plus, la SNCF, donc tout ce qui est cheminot, enfin pas cheminot, mais ce qui est transport, on va dire rail, hors dehors du fret, c'est vrai que ce serait une super idée. Je pense que ça serait logique, mais il y a trop de syndicats qui sont engrangés là-dedans et bon, après c'est très politisé. N'empêche que il faut savoir que l'État coûte donc les députés, les ex-députés et leurs familles, j'entends bien, et leurs familles à charge, on dépense l'équivalent de 800 000 € par an de transport gratuit. Et c'est le peuple qui paye. Ouais, ça c'est pas, malheureusement c'est pas nouveau. Moi je me rappelle que la RATP avait fait ça à une époque, elle avait fait grève et c'était gratuit le métro, je me souviens. Mais depuis, les syndicats sont corrompus, sont vendus, hein, ils font partie de, voilà. C'est Dupont-Aignan qui a proposé ça, qui a dit qu'au lieu de bloquer les Français, il faudrait mieux de laisser tout ouvert et tout gratuit. Ouais. Bien entendu, on est tous d'accord, mais ils ne le font pas parce qu'ils sont vendus aussi, voilà, c'est tout. Mais par contre, il y a des cheminots, j'ai vu, qui avaient commencé, alors c'est près de, je crois que la ville, c'était Pommier ou Faumier,
j'ai pas regardé. Il y a, en fait, ils ont ouvert les barrières des péages en laissant passer les gens pour pas qu'ils payent. Il y a Franck qui dit dans le chat, tout est électronique, au niveau des paiements, il faut une grève des serveurs de billetterie. Le problème, c'est que si on fait ça, les gens ne pourront même plus aller se servir à la pompe à essence. Parce que le problème, c'est électronique. Sauf si quelqu'un s'est démonté le système électronique. C'est pas une idée, hein, mais presque. Oui, bah, donc de toute façon, tout ça, toutes ces rébellions-là, ils s'y attendent. Et donc, ils sont en train de verrouiller et de se donner la possibilité d'intervenir avec les forces de l'ordre ou avec l'armée dès que ça va commencer à partir un peu dans tous les sens. Donc, ça veut bien dire que ce qu'ils sont en train de préparer là, ça veut dire que les mesures qui vont passer encore dans le futur proche vont être encore bien pires que ça. Les syndicats, il faut savoir que les syndicats en 2017 ont vu leurs subventions augmenter de entre 20 et 30% pour 2018. Voilà. Peut-être que les chars américains, là, avec le plan soi-disant qu'ils veulent nous faire passer, ou tu as toute l'Europe qui va passer avec des blindés en France, c'est peut-être parce qu'ils prévoient tout simplement que l'armée française, elle va bouger avec le peuple. Hein. L'armée française, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a environ l'équivalent de 15 000 hommes officiellement sur le territoire. Officiellement. Donc, officieusement, je ne sais pas. Seulement, le problème, c'est qu'ils sont en train d'envoyer nos armées au Mali. Ils sont en train de disséminer nos armées en Syrie, enfin une partie. Ils sont en train d'envoyer beaucoup de monde militaire en dehors de nos frontières. Qui sera là pour nous protéger? Moi, c'est une vraie question. Sachant que les forces de l'ordre vont protéger leur famille. Question. Qui va protéger qui? Moi, je pense qu'on va tous se protéger chacun comme on peut. Mais bon, ça, ce n'est qu'un avis. Oui, justement, la Valoche, je voulais dire que j'ai entendu sur la télé iranienne Presse TV que l'armée française est en train de s'installer au nord de la Syrie, soi-disant en renfort des troupes américaines déjà présentes et soi-disant pour protéger, on va dire, le Kurdistan, les Kurdes. Alors, tenez-vous bien, contre les Turcs, contre les Syriens, contre les Iraniens, contre les Russes. Voilà dans quoi on met nos militaires. La question, c'est pourquoi l'armée va intervenir? Tu crois vraiment qu'elle va protéger quelque chose? Non, elle protège... Non, bien sûr, c'est le prétexte. Oui, c'est un prétexte pour protéger les intérêts de quelque chose. En Syrie, Voilà, de quelque chose qui n'est pas très loin. Voilà. De toute façon, en Syrie, les terres sont riches d'eau et de gaz. C'est pas compliqué. Donc, il y a des intérêts financiers derrière. Donc, de toute façon, depuis que la République française est devenue une société privée avec un numéro de SIRET, c'est pas une connerie, hein, faut aller voir. Il y a quand même 4000, sont annoncés minimum 4000 filiales de cette société, de cette République française. Ce qui veut dire que la police, enfin, tout ce qui est force de l'ordre, police, militaire, etc., comme elles sont payées par la République française, puisqu'il y a toujours le RF, est-ce que par hasard ne serait pas devenu une milice privée? C'est ça, des mercenaires, oui. Une milice privée, je n'utilise pas ce mot, milice privée. Quoi qu'il en soit, la France va en Syrie parce que les États-Unis ont décidé de s'y retirer. Donc, elle doit aller faire le petit toutou des Américains à leur place et elle obéit aussi à quelqu'un d'autre. Ça, c'était il y a 5-6 jours. Maintenant, vu que depuis hier, ils accusent la Syrie d'une énième fausse attaque chimique, maintenant au gaz sarin, au niveau de la goutte orientale, elle est toute mini-poche qui reste. Là, maintenant, c'est plutôt le discours inverse depuis hier. Alors justement, RT vient de dire qu'il n'y a absolument aucune trace de gaz. Et oui, c'est pour ça que je dis prétendu, c'est du false flag, hein. C'est la mythomanie. Mais pourquoi tu dis que c'est le contraire? Parce que tous les 5-6 jours, les discours de Trump, c'est 180 degrés. Donc là, il disait qu'ils allaient se barrer et que maintenant, ils sont pas contre une réaction militaire. Ah bon, il a changé d'avis, j'ai pas suivi, alors d'accord. Non, mais il change pas d'avis, Trump. C'est juste une bouche qui fait des discours et des doigts qui signent des papiers. Mais c'est les forces qui sont derrière, quoi. On en a déjà parlé. Ils vont nous refaire le coup du jus de pomme comme arme chimique, soi-disant. De toute façon,
Si l'Occident est en Syrie, c'est pas pour ses intérêts. Moi, je veux bien qu'on parle de pétrole et tout ce qu'on veut, mais si on est en Syrie, c'est absolument pas pour nos intérêts, c'est pour les intérêts d'un autre pays dont je ne parlerai pas ce soir. Je voudrais vous faire part d'une vidéo que Saber a faite. Et il a parlé du conflit Algérie-Maroc. Ouais. Il y a un no man's land entre l'Algérie et le Maroc. Le Maroc a prévenu l'Algérie que si l'armée de mercenaires, parce qu'il y a un peu de tout là-dedans dans l'armée algérienne, mettait un pied sur ce no man's land, il tirait. Il paraît qu'il y a quelques jours, le Maroc a tiré. Il semblerait également, d'après ce qu'a dit Saber, qui est berbère, ça va péter là-bas incessamment sous peu. Qu'est-ce qui va entraîner? Non, ils n'ont pas tiré encore parce qu'ils sont en train d'envoyer les blindés. Là. Donc, effectivement, là, ils sont en train d'envoyer. Bon, c'est pas des blindés, enfin, c'est des véhicules blindés quand même. Bon, mais ce que ça va entraîner, c'est que soit s'ils se calment tous et ça redevient comme avant, soit ils se calment pas et il y en aura un des deux qui va se prendre une pâtée. Voilà, c'est tout. Oui, d'après ce que j'ai compris, l'Algérie veut reprendre le Sahara marocain. Oui, le Sahara Maroc, occidental. ne veut pas rendre le Sahara marocain qui lui appartient. Et Ouais. En fait, l'Algérie veut un accès à l'Atlantique. à l'océan. Ouais. donc, enfin bon, de quelque façon que ce soit, d'après Saber, ça va péter incessamment sous peu. Qu'est-ce que ça va donner pour la suite par rapport à nous? Moi, je vois pas tellement ce que ça va changer pour la France. Hein. Je pense que c'est plutôt au niveau de la déstructuration de l'Algérie dans un premier temps et peut-être du Maroc dans un deuxième temps que ça se joue là. Ils veulent dégager le pouvoir en place algérien et ils veulent récupérer l'Algérie. Hein. Voilà. Donc, je parle du système. Hein. Ouais. Ils veulent déstabiliser l'Algérie depuis longtemps. Donc, je pense qu'ils vont aider le Maroc sur ce coup-là et puis qu'il y a peut-être une intervention militaire en Algérie ensuite derrière qui peut se profiler. Il faut voir. Hein. Je crois. Vas-y. Jim? Oui. Je crois que le roi du Maroc a des problèmes de santé, de cœur, et je ne sais pas s'il est rentré dans son pays, est-ce qu'il ne serait pas en dehors et gravement malade? Alors, il y a un Bouteflika qui est sur un fauteuil roulant, qui ne parle plus, qui bave, et c'est son frère qui commande. Et ils veulent donner un 5e mandat à Bouteflika pour que le frère reste aux commandes de l'Algérie. Oui, le frère était mon prof d'intelligence artificielle à l'université d'Alger. Oui, effectivement, c'est vrai qu'ils sont malades, c'est vrai que la santé, encore que Sa Majesté du Maroc est encore en bien meilleure santé que bon, qui c'est qui joue avec le Pierrot, fou. Désolé. Ça va, Pierrot? Ça va, merci, et toi? Ouais, ça va bien. Je suis attentif, j'écoute. Oui, effectivement, ouais. Il y a une semaine, je disais que c'était pas vrai, que c'était de l'intox, cette histoire de Polisario dans le désert marocain, mais non, effectivement, c'est vrai, c'est en train de... Bon, alors bon, ça peut très bien s'arrêter relativement rapidement, hein, l'histoire. Hein. D'après Saber, non, ça va pas s'arrêter. J'ai écouté vraiment tout son live. D'après lui, non, ça va pas s'arrêter. Hein. Moi, je pense que le Mossad est en train d'agir en Algérie en ce moment. L'année dernière, il y a eu, d'après ce que je sais, après peut-être que je me suis trompée, mais c'est peut-être à vérifier, il me semble que c'était l'année dernière, les Russes ont commercé avec l'Algérie et il me semble qu'il y a eu une vente d'armes de la part des Russes vers l'Algérie. Donc la question se pose, il me semble, hein, il me semble, c'est très loin. Mais je pense qu'ils étaient peut-être un peu au courant quand même.
Bon, qui c'est qui peut m'héberger là? Oh, viens, il y a de la place, on fera de la place dans la maison. Bah ouais, du coup, je peux pas rentrer chez moi. Je me suis fait traiter de nazi par mes parents aujourd'hui parce que je leur ai parlé du plan Kalergi. Donc, mais je vous jure que c'est vrai en plus. Et donc, bon, je vais peut-être pas rentrer chez moi tout de suite. Bah, vu comment ça sent le soufre pour les éveillés en France, franchement, ça se demandait si on va pas tous se barrer quelque part. Hein. Mais je sais pas où. On va se casser aux Philippines. Ça parle français là-bas? Non, ça parle pas français. Bon, il n'y a pas beaucoup de pays où ça parle français. Hein. T'as le Luxembourg, tu peux parler français. T'as un tiers de la Suisse, t'as la Belgique, la moitié de la Belgique. Attends, t'as les 3/4 de l'Afrique, Ah oui. Ah oui, mais non, mais je parle pas. T'as le Canada, t'as des coins quand même, mais bon. Et on va pas aller en Belgique. Vous avez vu qu'ils ont fait la course au pénis là aujourd'hui? J'aurais une petite question à poser concernant un conflit hypothétique entre l'Algérie et le Maroc. Comment les Algériens et les Marocains vivant en France vont-ils se comporter si un conflit éclate entre ces deux nations? C'est la grande question. Ah bah, ils vont se friter en France entre eux déjà, et puis bah ouais, ça va dans tous les sens. Moi je pense. Hein. Non, on sait bien que ce sont pas les peuples qui se font la guerre. On le sait bien. Entre le peuple algérien et le peuple marocain, je pense qu'au fond, il y a une véritable fraternité. C'est pas vrai. Ça sera Je partage pas du tout cet avis. L'Algérien ne supporte ni le Marocain ni le Tunisien. Hein. Pourtant, ils parlent la même langue et ça, pour moi, c'est quasiment le même peuple. Non, c'est pas vrai, tu te trompes. Moi, je suis entourée de Marocains et ça se passe très très bien. Je travaille avec eux et tout va bien. Alors, pour confirmer un peu ça, j'ai travaillé en international et avec des traducteurs marocains, tunisiens, etc. En fait, ils parlent pas forcément le même arabe. C'est-à-dire qu'il y a de l'arabe littéraire qui est, je sais plus sur quel pays, et l'arabe plus oral pour un autre dialectal. Merci, c'est gentil. Et ils m'ont expliqué, leur ai demandé, mais vous arrivez à vous entendre? Ils disent, bah non, on peut pas s'entendre. Les mots. Si, avec les Algériens, les Marocains et les Tunisiens se comprennent très bien. Même les Libyens aussi, on les comprend très bien. Après, les Égyptiens, c'est plus différent, mais on les comprend parce qu'on regarde les télévisions et le cinéma égyptien. Par contre, les Arabes de l'Arabie Saoudite, eux, parlent l'arabe classique, le véritable arabe qui est enseigné à l'école et qui est utilisé dans les administrations. Enfin, et par contre, c'est vrai que les Libanais, les Syriens, on les comprend un peu moins. Il faut parler l'arabe classique avec eux pour les comprendre. Peut-être que ce sera le moment pour. En Algérie, il y a quand même plusieurs dialectes. Oui, il y a le berbère et l'arabe dialectal. Le berbère n'a rien à voir, c'est la langue autochtone, parce que les Arabes sont des colonisateurs en fait. D'accord. Ce sera peut-être le moment pour les binationaux qui ont la nationalité française de se sentir davantage français que algériens ou marocains, peut-être. Le jour où ça va partir en conflit. Et qui te dit que c'est pas déjà le cas pour beaucoup, Jim? Bah, pour beaucoup, mais peut-être pas pour assez. Quand on voit que tous les terroristes sont marocains d'origine, ça fait quand même peur. C'est à savoir que cette année, en 2017, on a nationalisé, alors pas seulement français, hein, européens, donc on a nationalisé 105 000 Marocains dans toute l'Europe. 105 000 nationalités européennes on a donné à des Marocains en 2017. Alors on peut traiter les Français de racistes et tout ce qu'on veut, ou les Européens de racistes, mais nous, on ne peut pas l'avoir la nationalité marocaine. Vous voyez ? Donc, ce serait quand même bien que ce soit donnant-donnant, moi je dis. Puis de toute façon, là, ce qui va occuper surtout les gens bientôt, c'est le mondial de foot. Ouais, c'est vrai. Si ça pète, ça sera après le mondial alors. Écoutez, donnez tous vos plannings, pour savoir si ça pète à quelle date, quand ça arrange tout le monde.
Les gens, tu verras qu'il ne se passera rien pendant le mondial. C'est pas possible. C'est pire que le ramadan, le mondial. C'est pire que tout. C'est la religion mondiale, le football. C'est là où tout le monde se retrouve. Musulmans, chrétiens, athées, hindouistes et j'en passe. C'est pendant ce mois-là, toutes les religions du monde et tous les peuples du monde qui se retrouvent autour d'une babale. C'est extraordinaire le niveau de l'humanité. Excusez-moi, bonsoir. C'est de quand à quand cette fameuse coupe, je sais pas quoi, de foot? C'est du 15 juin au 20 juillet, un truc comme ça. Alors moi, je vais dire que si ça pète pas, très honnêtement, hein, si ça pète pas entre maintenant et le 10 juin, ça pètera jamais. On attendra 2019. Je suis pas trop d'accord avec. Bon, mais après, c'est par rapport au fait qu'il y ait quelqu'un qui aille rassembler les deux grands livres bibliques, ça veut dire le Coran et l'autre, le christianisme, je sais pas quoi, catholicisme, je sais pas quoi. Et lui, il a carrément dit ça va péter, oui, mais fin d'année 2018, oui. Juin, justement, c'est ce qu'il disait aussi par rapport à tous les textes bibliques, et il disait que les blés allaient être semés, je sais pas quoi. Tu parles de qui, Pierre? Merci Pierre. Par contre, ouais, non, je sais pas la chaîne. Je crois que la chaîne c'est NWO. Alors c'est pareil, hein, c'est un truc un peu, c'est un mec qui est musulman. Ah ouais, non. Lui, il fait ses petites prédictions. Hein, c'est un peu au même trick que Rorschach ou je sais pas quoi. Oui, Rorschach. Non, Rorschach qui faisait lui pareil avec tout Marie-Marine Janine et tout ça, il faisait ses petites prédictions. Voilà, lui il est un peu dans le même style, sauf que je le trouve un peu plus centré que Rorschach. Neluna, le livre truc machin des chrétiens, ça s'appelle la Bible. Pierre pour ça. Et le même livre truc machin des juifs, ça s'appelle le Talmud maintenant, puisqu'il ne se réfère plus à l'ancien. Eh ben non, il s'y réfère plus. Donc. La Torah chez les juifs. Et Green Shadow se réfère apparemment pour l'instant, de toutes les vidéos que j'ai vues, je les ai pas toutes vues non plus, je regarde que de temps en temps, la Bible et le Coran. Non, c'est pas la Torah, je sais pas qui a dit la Torah, mais non. C'est le Talmud. Fini la Torah, terminé cette histoire. La Torah, c'est l'Ancien Testament, hein. C'est la Bible aussi. Ah bah oui. Non. La Bible, c'est l'Ancien, le Nouveau Testament et l'Apocalypse. Et la Torah, c'est que l'Ancien Testament. Ne pas oublier que les Juifs attendent toujours la venue du Messie, alors que pour la Bible, le Messie est arrivé. Non, la Bible, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament réunis. C'est ça la Bible. Eh ben, c'est ce que j'ai dit. Toi, tu dis que les Juifs, tu dis que la Torah, c'est l'Ancien Testament. Ben oui, mais l'Ancien Testament, il est dans la Bible aussi. Oui, je suis d'accord. Mais la Torah, ce n'est que l'Ancien Testament de la Bible, puisqu'ils attendent toujours le Messie. Oui, mais c'est ce que j'ai dit aussi. Sauf que j'ai dit qu'aujourd'hui, les Juifs... C'est bon, c'est compris. Oui, sauf qu'aujourd'hui, les Juifs, notamment les Juifs sionistes, les talmudiques et messianiques, ne se réfèrent plus à la Torah, ils se réfèrent au Talmud. Le Talmud, c'est un petit peu leur Nouveau Testament à eux, puisqu'ils n'ont pas voulu reconnaître effectivement Jésus comme Messie. Et comme ils ont vu qu'il y avait une nouvelle religion qui était en train de naître suite à la naissance du Christ, ils ont voulu faire une révision eux-mêmes de la Torah qu'ils ont appelée le Talmud, qui a été faite par deux, trois rabbins d'ailleurs. Et il y a deux Talmuds. Il y a le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. Après, il y en a d'autres Talmuds qui se baladent avec soi-disant des falsifications et des mensonges comme quoi les goïms seraient des animaux, etc. Il paraît que ça n'est pas dans le Talmud. Mais comme il est impossible d'en trouver un en ligne sur Internet, je ne vois pas comment on pourrait vérifier. C'est le Talmud du roi, je crois, auquel tu fais référence. Oui, celui qui dit que... Ouais, je crois que celui-là, c'est le Talmud du roi. Celui-là, il n'est pas vrai, c'est ça? Il y a des controverses. Moi, je ne l'ai pas eu entre les mimines, donc je ne pourrais pas te dire, mais j'ai vu des extraits sur le net. Ouais, c'était hostile. Hein. Moi, j'ai des copains juifs qui m'ont dit que c'était la vérité, que c'était vraiment ça.
C'est-à-dire qu'il est vraiment écrit que les goïms, à savoir les non-juifs, sont vraiment des animaux. C'est vraiment ce qu'il y a décrit. C'est des juifs qui me l'ont dit. Maintenant, moi, j'ai pas pu le vérifier par moi-même. Donc, Justement, il y a quelqu'un là qui a appelé Europe 1 le matin, l'émission de Cohen, où il dénonçait justement le Talmud avec les immondices qui sont écrites sur les goïms. Et bien sûr, on entend Cohen en panique totale, à essayer d'interrompre cette personne en lui disant non, non, c'est pas le sujet, dégagé. ouais, j'ai vu ça. Mais il y a aussi Henri de Lescamp qui avait interpellé Aziza en lui disant est-ce que d'abord, avant de me parler, vous réfutez le Talmud qui prend les non-juifs pour des bêtes. Et Aziza lui avait répondu j'ai pas à vous répondre. Et pour Cohen, il n'a pas réfuté, hein. Il n'a pas nié. Hein. Il a dit oui, à la fin, on vérifiera. Il peut dire rien du tout. Ils vérifieront rien du tout. Ils le savent très bien. Mais bon, après, on ne peut plus rien dire parce qu'on va nous traiter d'antisémites et d'hitlériens. Ça devient pénible. Alors, il y a le roi Mohamed Ben Salman, là, je crois, qui vient en France. Je ne sais pas si c'est déjà fait ou pas. Ouais, il déteste la France. Jim, on peut mettre une photo sur la discussion parce que j'ai du mal. Oui, tu peux. Ah, elle passe pas. Merde. Normalement, ça doit passer. Si c'est du JPEG, ça passe. Il veut pas. Attends, je vais aller voir ça parce que j'ai un truc sur le Talmud justement. Alors, on en trouve plein de trucs sur le Talmud. Le seul problème, c'est qu'apparemment, on trouve un Talmud en ligne, mais il est en anglais. Alors, on m'a donné un lien, et puis, fait chier. Déjà, le Talmud, ça me fait chier de le lire. Alors, en anglais, c'est comme le Coran en arabe, c'est pas la peine. Tu peux pas t'y attaquer. Encore que je compare pas les deux. Qu'est-ce que je vais dire Oui, c'est ça. Jessica 38 qui dit qu'elle a vu une émission où en fait, c'est pas les sionistes qui disaient qu'ils auraient droit à 2800 esclaves, hein, c'est les messianiques. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Tout à l'heure, j'entendais Mélenchon dire qu'Israël était aux mains de l'extrême droite. Mais en fait, ce qu'il appelle lui l'extrême droite israélienne, c'est des talmudo-messianiques, c'est-à-dire c'est des gens qui travaillent pour une suprématie juive, il faut le dire, et pour une domination des juifs dans le monde entier. C'est ça l'extrême droite israélienne aujourd'hui. Il n'y a pas plus suprématiste racial et il n'y a pas plus raciste que le gouvernement israélien actuel. Vous avez vu comment il traite les migrants, d'ailleurs il nous les renvoie en Europe, notamment les Africains. Ils ne supportent pas les Noirs, même les Juifs noirs ils les renvoient. C'est vraiment des racistes, hein. C'est gros racistes. Oui, mais c'est la vérité. C'est malheureusement la vérité, ce sont eux qui le disent et on peut trouver des vidéos même où ils le disent. Hein. Oui, il y a une association new-yorkaise, j'ai dû le dire la semaine dernière, qui a dénoncé ce grand rabbin israélien qui a traité les Noirs malheureusement d'animaux. Et lorsqu'ils sont allés relever cette chose, il leur a dit non, c'est moi qui le dis, c'est le Talmud. Bon, voilà. Là, qui répond à notre question. Et effectivement, il est écrit dans leur superbe bouquin que d'ailleurs BHL conseille à tous les Palestiniens de lire. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Je vais vous l'envoyer, tiens. Il y a BHL qui dit à tous les terroristes palestiniens, qu'il n'y a qu'un seul chemin pour eux de libération, de trouver la lumière, la paix, c'est de lire le Talmud. Je vais vous le dire, je vais vous la mettre. Et du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Il avait dit ça aux Libyens aussi, je crois, non? Il a dit ça à tout le monde, lui. Alors que, étrangement, sa femme est complètement chrétienne. Ça, c'est un truc que je n'arrive pas à piger. Non, c'est sa sœur. Non, regarde l'interview d'Ariel Dombal sur Égalité et Réconciliation. Elle dit qu'elle est hyper chrétienne, qu'elle est croyante fervente, pratiquante, machin. Ah bon? C'est nouveau, ça. Ah ouais, c'est incroyable. Incroyable. Et sa sœur aussi est chrétienne. Oui. Elle est catholique. Catholique, quoi, ça veut dire universel. Je sais pas pourquoi Chafinette, d'un coup,
Ah, c'est pas toi qui as parlé là, c'est qui? Non, c'est pas moi. Jim, alors j'ai essayé un truc, j'ai envoyé la photo dans le chat, ça fonctionne pas. Je l'ai envoyé en MP à quelqu'un d'autre, ça fonctionne. Bon, Bah, envoie-le-moi, comme ça moi je le mets. ouais, ok, ça marche. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est là, par exemple, à Montpellier, dans le centre-ville, on a une église. Elle est ouverte aux 4 vents. C'est devenu une espèce de dépotoir, là, l'église Sainte-Anne, où les marginaux, on va dire, viennent afficher des œuvres immondes, des torchons dégueulasses. Et l'autre fois, je me baladais à Arles, pareil. Une belle petite église ancienne, ouverte aux 4 vents, avec une espèce de transformer en dépotoir des œuvres dégoûtantes, enfin je sais pas, c'est pas de l'art, enfin c'est immonde et voilà ce que deviennent les églises quand même en France. C'est vrai que c'est choquant. Je parlais avec un curé hier, j'étais à Casablanca, je parlais avec le curé de Casablanca et je lui disais que bah, lui, il veut pas revenir en France parce qu'il est, il est même écœuré des lois civiles françaises et qui fout vraiment on va dire l'autorité chrétienne et l'autorité de l'Église. Alors, ça soit dessus complètement maintenant. On n'a rien à foutre. Hein. Et même les curés peuvent même finir en prison. Hein. Vous savez qu'un curé peut finir en prison s'il décide de marier, par exemple, deux Français, par exemple, en France, alors qu'ils n'ont pas été d'abord mariés à la mairie. Bah, il va en tôle. Vous saviez ça? Non. Incroyable. Hein. Il n'y a qu'en France hein, que c'est comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'il peut marier des gens, lui, ici, en tant que si, 2 catholiques, il peut les marier sur le sol marocain, il a le droit, ce qui ne dépend plus du droit civil français, mais quand il va en France, s'il le fait, il va en prison. Donc, effectivement, pourquoi j'idolâtre qui, moi? Qui c'est qui écrit que j'idolâtre hein? Qui est-ce que j'idolâtre? Il y a Momo qui a écrit que j'idolâtrais quoi? Crowley? J'idolâtre absolument pas Crowley. Hein. Je sais pas où vous avez vu ça. Hein. Ah, Soral, mais Soral, il descend absolument pas l'idéologie de Crowley. Je sais pas, vous avez vu jouer ça. Hein. Soral, il est totalement catho. Hein. C'est d'ailleurs notre seul point de divergence. Hein. Voilà. Ok, bah, je vais aller voir ça. Non, j'idolâtre personne, non. Vraiment pas. Non. C'est vrai. Soral, il est catho. Bah, c'est lui qui le dit. Ouais, il le dit. Hein. Oui, parce que c'est sûr, dans la pratique, bon, ça manque un peu de sagesse chrétienne, ça manque un peu de... Mais enfin, il y a quand même une dimension don de soi chez lui, voire sacrificielle, qui est pas fausse quand même, puisqu'il prend énormément de risques pour aider le peuple français, quand même, il faut le dire quand même. Est-ce que quelqu'un de vous sait ce que sont les écoles Montessori? Dans les grandes lignes, j'ai déjà vu des petits reportages sur le sujet. C'est pas les écoles pour les gens qui sont trop rares. Trop quoi? Pour les gens qui sont trop rares. Ah d'accord. C'est un jeu de mots là. Ouais, c'est Oui, apparemment. Ah putain, j'ai mis en pour comprendre. Oui. Montessori. Apparemment, c'est une école pour l'élite. Pour les ouais, c'est une méthode d'enseignement alternative, quoi. Apparemment, ce serait l'école de l'élite. Non, je sais pas. Alors oui, tout à fait. L'école Montessori, ce sont des écoles qui sont élitistes, certes, parce que ce sont des enseignements adaptés, on va dire, à certaines choses, qui sortent en tout cas du cadre normal de l'éducation. N'empêche que ce sont des écoles un peu comme les écoles, on va dire, des Finlandes, Suède, etc. C'est une autre façon d'enseigner, une autre façon de faire découvrir à l'enfant un exemple. Le matin, il travaille, l'après-midi, il
ils sont dans des activités culturelles, sportives, etc., découverte de métiers, etc. C'est une autre façon d'enseigner. Donc oui, c'est devenu très élitiste. Donc, après. Oui. Enfin, l'école de l'élite, c'est Elena suivie des Young Leaders. Hein. C'est l'école Goldman Sachs, Rothschild. C'est ça l'école de... Oui. Ouais. Oui, mais disons élitiste, ça veut dire que c'est pour les plus jeunes, en fait. On va dire c'est vraiment pour les plus jeunes. Là, on n'est pas encore... Oui, je pense qu'ils doivent préparer à certaines choses, mais là, on parle des enfants, on ne parle pas des jeunes adultes. Le souci, c'est que pour placer tes mômes dans ce genre d'école, déjà, il faut avoir un compte en banque assez garni, quoi. Ça coûte assez cher, apparemment. Donc, concrètement, moi, je veux bien... Pardon ? Je veux bien prendre un billet d'avion et venir en France au mois de mai, mais est-ce que il faudrait des équipements, il faut un casque, il faut des protections épaules, genoux, poignets, parce qu'on va s'en prendre plein la tronche si on va dans la rue, c'est clair. Moi, je pense que c'est trop tôt, on n'est pas assez nombreux à être réveillés. Pourquoi, putain de radio, pourquoi est-ce que tu écris que tu ne parles pas? Ce serait bien que tu parles quand même. Bonsoir. Es-tu là? N'es-tu pas là? Bon, alors pour répondre à sa question, parce qu'il a posé une question en écrit, peut-être qu'il ne peut pas parler, il a demandé si les nuages radioactifs, s'il y avait un remède homéopathique. Bon, oui, il y a un ozone homéopathique pratiquement à tout ce qui existe, même aux centrales nucléaires, pour ceux qui habitent pas loin d'une centrale. Il y a des nosodes, c'est-à-dire qu'on récupère l'air pollué de ces endroits-là et on les met en homéopathie. Voilà, donc effectivement, il y a des nosodes de tout, même de la radioactivité, même de la chimiothérapie, même de la radiothérapie. Jim, c'est quoi le nosode? Le nosode, c'est une dilution, c'est une dilution homéopathique qui va permettre à ton corps de s'en immuniser, de s'immuniser du problème. C'est à base de quoi? À base de rien. À base du principe lui-même, c'est-à-dire c'est comme l'homéopathie à base d'herbes, à base de virus, à base de tout ça. C'est-à-dire qu'on en prend une partie, on la dilue extrêmement de nombreuses fois, et on en fait une dilution homéopathique, c'est-à-dire il ne reste plus de principe actif dans la solution, mais il reste la vibration. C'est ça l'homéopathie. Mais bon, attention, quand on dit un remède contre la radioactivité, c'est en cas de radioactivité extrêmement légère, mais déjà au-dessus des normes, mais pas si tu es exposé à Tchernobyl à 200 mètres. Non, évidemment que là, il n'y a pas grand-chose, il ne faut pas rêver, c'est pas parce que tu vas prendre des granules homéopathiques que tu vas t'en sortir. Il faut être, il faut être mesuré quand même. Voilà. Mais il y a effectivement, oui, quand tu fais une séance de radiothérapie pour un cancer ou une chimio, machin, tu peux commander les nosodes homéopathiques et ça va t'aider à accéder beaucoup plus facilement ta chimio ou ta radio. Même quand tu fais une radio toute simple, des poumons ou une fracture, machin, tu fais une radio, prends le nosode derrière, qui s'appelle d'ailleurs rayon X, pour aider ton organisme à éliminer les effets néfastes de... On est vibration, n'oubliez pas, on est vibration. Donc tout ce qu'on se prend en vibration, que ce soit un rayon, justement une radio ou un antibiotique ou n'importe quoi, c'est de la vibration. C'est sûr, bon, pour l'instant, même au contraire, on prend un peu de chemin inverse. La recette, moi, je ne l'ai pas parce qu'on ne peut pas la faire soi-même, tu te doutes bien. Il faut la commander au laboratoire des Archers sur Google. Mais maintenant, tu peux commander les nosodes jusqu'à 30 CH. Au-dessus de 30 CH, tu ne peux plus. Tout ce qui est corsacovien, tu ne peux plus les avoir sans ordonnance. Mais en général, le nosode, c'est 30 CH. Donc, tu peux le commander. Tu appelles le labo des Archers et tu lui dis, voilà, je voudrais le nosode de tel truc, tel vaccin, telle centrale nucléaire, j'habite dans telle région. Ils vont te dire combien il faut en prendre, à quelle dilution, etc.
Oui, c'est une sorte de vaccination, exactement. Sauf que c'est une vaccination naturelle. Dans une certaine mesure, hein, je ne vais pas me réexpliquer. On en avait parlé du fils d'Édouard Philippe qui s'était fait agresser par les Israéliens. Bah oui, et c'est sûr qu'ils ne vont pas le dire dans les médias. Hein. Olivier Métaux dessus vous a affiché un lien sur les nosodes. Voilà. C'est bien de le parcourir. Absolument, Manu. Pour la chimio, si tu veux commander les nosodes, il faut savoir vraiment ce qu'il y a dans le cocktail qu'on t'a donné. Ouais. Ça, c'est. Il faut le demander. Tu demandes. Tu dis voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que je prends. Est-ce qu'il y a du gaz sarin, est-ce qu'il y a du gaz moutarde. Est-ce que c'est vraiment de la merde qu'on vous fait prendre dans la chimio. On tue le mal par le mal, des fois. Ça marche pas. On ne fait pas le mal avec la chimiothérapie. On empêche simplement la cellule cancéreuse de se multiplier. On a toujours la cellule en soi. Bien sûr. Prenons un petit peu le résultat de l'OMS officiel sur les cas sur le vrai chiffre de guérison par la chimio, qu'on rigole 2 secondes. Il n'y en a pas tant que ça. Pas du tout. Et bien souvent, quand on fait un traitement chimiothérapique, quelques années après, 5 ou 10 ans, il y a un deuxième cancer qui se déclare, soit parce que la cellule elle a appris à lutter contre cette enzyme qui l'empêche de se multiplier, ou alors simplement parce que cette enzyme s'est évacuée du corps. Et là, la cellule recommence à se multiplier de manière incontrôlée. Et le deuxième cancer est bien plus souvent bien plus agressif et foudroyant que le premier. Alors, en fait, si les cancers récidivent, c'est parce qu'on ne soigne pas la cause du cancer. Et si c'est pas un deuxième cancer qui revient, ça sera autre chose. Si tu soignes pas la cause de ton problème qui s'est transformé en cancer, si tu arrives à éradiquer le cancer à coup de bulldozer, parce que la chimio, le raclage de cellules, de tumeurs, etc. par la chirurgie, j'appelle ça du bulldozer. Si tu arrives à éradiquer pour un certain temps un cancer à coup de bulldozer ou à coup de Karcher, si tu soignes pas la cause, ça va revenir sous une autre forme ou sous un autre cancer, effectivement. Mais quand on commence à nettoyer le terrain bactérien, en général, les cancers ils disparaissent d'eux-mêmes. Alors, on peut avoir évidemment, parce que des fois, c'est allé trop loin. On peut avoir une tumeur parce qu'elle est trop grosse et qu'elle risque de métastaser, etc. Mais quand on nettoie le terrain bactérien, il n'y a pas de récidive de cancer. Il y a des études, il y a quelques années de ça, en 1940, qui ont été faites par le professeur Ernst, qui démontrent que la laétrine ou la vitamine B17 a des effets positifs contre le cancer. Il y a plein de trucs qui ont des effets positifs contre le cancer. À commencer par le chanvre, déjà, commencer par le cannabis. C'est assez phénoménal. D'ailleurs, les Américains l'ont compris, d'ailleurs. C'est marrant que nous, on ne le comprend pas encore. Enfin, c'est pas qu'on ne le comprend pas, c'est qu'on n'a pas envie de laisser la main à des produits naturels qui fonctionnent. Ça en dit long sur la véritable volonté de nos labos et de nos politiques. Disons qu'ils ne peuvent pas breffer le vivant, donc ça ne les intéresse pas que les gens apprennent à se soigner de manière naturelle, parce qu'ils n'ont pas d'argent à gagner là-dessus. Quand on voit le prix des doses de chimiothérapie, c'est un béni pour eux. Voilà, c'est ça. Est-ce que quelqu'un peut nous dire ce que signifie exactement cellule humaine diploïde? Non, je ne connais pas. Parce que tu sais, dans les composants des vaccins, c'est ce qu'ils mettent sur les sites officiels. Hein. Ils mettent embryon de poulet, etc. Mais sinon, ils mettent également des cellules humaines diploïdes. Mais ils ne parlent pas ouvertement de cellules embryonnaires, d'embryons humains dans les composants des vaccins. Ouais, alors la composition des vaccins, il y a Jean Droc qui l'a donné, et puis il y a aussi Farida Belboul, mais apparemment, je pense qu'elle a dû lire le bouquin de Jean Droc. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il nous file la source de ça. J'aimerais bien pouvoir l'afficher, ça, cette véritable composition des vaccins où on dit qu'il y a de l'ADN de porc et je sais pas quoi là-dedans. Là. Ce serait quand même intéressant.
C'est ça, donc moi j'étais à la chasse de ça, justement, je lisais un petit peu, enfin j'essayais d'aller sur les sites officiels, on va dire, des fabricants, et ils parlent de cellules embryonnaires de poulet, et ensuite, juste à côté, ils parlent des cellules humaines diploïdes. C'est une cellule humaine diploïde, c'est-à-dire c'est un noyau où il y a les 2 chromosomes XY, c'est-à-dire c'est déjà formé, quoi. C'est pas une cellule de spermatozoïde ou d'ovule ou qui sont monoploïdes. Mais qu'est-ce que cache ce mot-là, cellule humaine diploïde? Est-ce que ça cache pas justement l'embryon humain? Polyploïde aussi. Comment? Est-ce qu'il ne joue pas sur les mots pour camoufler la véritable origine de cette cellule humaine diploïde? L'UNANS dit que les chiffres de la chimio sont effroyables. Je crois que c'est 5% de guérison. Ça fait quand même 95% d'effets négatifs. Voilà, sans compter les effets secondaires. Hein, parce que en médecine chinoise, ma thérapeute, elle dit que c'est à peu près 20 ans pour éliminer une chimio, sur le plan physiologique et sur le plan de ce que ça laisse dans les cellules. 20 ans pour éliminer cette merde. Ouais, je l'avais affiché sur le mur Facebook, l'étude sur l'armée italienne, des effets des vaccins sur quelques militaires italiens. Il y a une étude accablante qui est sortie. Accablante. Oui, mais le thiomersal, c'est pas un adjuvant, c'est un conservateur dans le vaccin. Ceci dit, tu l'absorbes quand même. C'est quand même des particules de mercure. Ah, la drogue zombie, c'est une horreur. Oh, Jim, il y a des enfants qui sont en train de se faire martyriser derrière toi. Ouais, non, ils jouent au foot dans la cour et ils hurlent. Sûrement. Voilà, ça, il n'y a qu'au Maroc que tu le vois. À 23h18, les gens, ils sont en train de faire, les gamins, ils sont en train de jouer au foot. Ici, ils se font jeter des cailloux, ou je sais pas, ça se passe pas comme ça. Ouais, bon, après, c'est pas l'envie qui m'en manque, parce qu'ils me font une tête au carré. Mais c'est les vacances ici aussi, donc c'est peut-être pour ça qu'ils les laissent un peu dehors. Enfin, c'est à peu près tous les week-ends que c'est comme ça. Donc. Non, mais ici, c'est la politique de l'enfant, voilà, qui disent jamais rien aux enfants. Et c'est pareil quand ils arrivent en France, et les gosses font aussi ce qu'ils veulent, ils sont dans la rue jusqu'à minuit, et comme ils s'emmerdent, ils braquent des bagnoles et ils foutent le feu. Cellule humaine diploïde dans les vaccins, qu'est-ce que c'est? Une cellule diploïde, c'est une cellule qui contient les chromosomes, les 46, c'est ça? Ouais. Je ne sais pas si Pierre83 est là, mais j'avais passé un message sur le Discord de Manu d'Agir, disant que les Belges, qu'en Belgique, les comprimés d'iode étaient distribués à tous les Belges, pas seulement à ceux qui habitent près des centrales. Point. Et puis, quelques temps après, il y a Pierre qui laisse un message en disant « Les comprimés d'iode sont en vente libre. J'ai fait un test en France. J'ai fait un test aujourd'hui, je suis passé devant la pharmacie, je dis « Tiens, j'essaye. » J'ai commandé 2 boîtes de pastilles d'iode, sans ordonnance, sans justificatif. Elle m'a dit « Ok, j'ai pris la commande. Dans 2 jours, ils sont à la pharmacie. » Point. Oui, mais c'est vrai. On en avait parlé l'autre fois, mais c'est vrai. Bon, après, la Belgique, c'est petit aussi, il faut dire. Donc, bon, Alors qu'il y a, je vais dire,
2 mois en arrière, j'en avais parlé à mon médecin qui m'avait dit que c'était distribué par les armées, que le central médical des armées, qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde. Et là, comme a fait exprès, ben non, elle m'a dit non, on a ça facilement, nous. Mais ils ont distribué après dans toutes les villes françaises où il y a des centrales pas loin. Ils en ont tous. Bon, alors c'est pas vrai, c'est pas du mytho. C'est vrai que l'iode permet de saturer la thyroïde et quand la thyroïde est saturée, elle ne peut plus absorber autre chose. Non, c'est vrai, ça fonctionne. Quand la thyroïde est saturée, et l'iode permet de saturer la thyroïde, justement, la thyroïde ne peut plus absorber autre chose. Donc, elle ne peut pas subir de transformation, même avec la radioactivité. Donc, non, c'est pas du pipeau. Mais par contre, évidemment, il ne faut pas y rester pendant des jours et des jours, hein, l'exposition radioactive. Voilà, il y a une forte exposition. Même si tu l'as prise pendant quelques minutes, tu prends tes pilules d'iode et tu te casses loin, le plus loin possible. Bien sûr. Si tu y restes 3 jours, bon. Non, c'est pas du mytho, ça fonctionne vraiment. D'ailleurs, ça fait plusieurs fois que je le dis, je vais faire une vidéo sur la thyroïde et ça fait partie des choses que je vous expliquerai. Alors là, mycosime, j'en sais rien à ta question. Il écrit pourquoi quand tu as des problèmes de thyroïde, à la pharmacie, ils te disent pas d'en prendre, même en complément alimentaire. Alors là, j'en sais rien, je suis pas pharmacienne. Hein. Ils te disent de ne pas prendre quoi, de l'iode? Les pastilles d'iode. Non, même pas des pastilles d'iode, tu vois, j'ai acheté des vitamines à la con, là, parce que j'ai une copine qui va super pas bien, et elle me dit, ouais, est-ce qu'elle a pas des problèmes de thyroïde? Mais pourquoi? Parce qu'il y a de l'iode dedans. Je pensais pas qu'avec une si petite quantité, ça pouvait poser des problèmes avec la thyroïde, et c'est un peu en contradiction avec ce qui est connu, quoi, de prendre de l'iode justement pour protéger la thyroïde. Donc je vois pas pourquoi il faudrait pas en prendre quand ta thyroïde elle a un problème. C'est ça que je comprends pas. Non, c'est pas ça. C'est que l'iode, ça sature la thyroïde. Donc c'est effectivement, si tu prends de l'iode, ça empêche aussi son bon fonctionnement. Hein. Donc c'est pas non plus une bonne chose de prendre trop d'iode, même si tu as une thyroïde qui fonctionne bien. C'est pas le but. Après, faut voir ce qu'elle a, ta copine. Si ça se trouve, elle a rien du tout à la thyroïde. Non, mais c'est pas du tout des trucs c'est vraiment des vitamines, tu sais, des compléments avec 7 minéraux, 12 vitamines, machin et tout, mais dedans, il y a de l'iode. Et la pharmacienne, elle m'a dit, oui, mais est-ce qu'elle a un problème de thyroïde? Et je me demande, ça fait une contradiction avec le problème de la radioactivité et tout ça, tu vois, c'est la question que je me pose dans ma tête. Est-ce que toi, tu achètes tes compléments vitaminés et machin à la pharmacie? Voilà, vu la tronche qu'elle avait, tu vois, tu sais, un petit peu de vitamine de temps en temps, tu vois, vite fait, en petite capsule, tu vois, ça, quand t'as pas ce qu'il faut de suite, ça fait déjà un petit effet acceptable, quoi, on va dire. Ça fait un effet acceptable dans un premier temps, mais ça fait des dégâts dans un deuxième temps, parce que si tu utilises des molécules chimiques au niveau des vitamines et de ce genre de compléments là, en fait, ça va à l'inverse de l'effet désiré. En réalité, tu vas avoir un effet rapide, par exemple comme l'absorption de vitamine C quand tu prends de la vitamine C chimique, par exemple. Tu as tout de suite un apport vitaminique et tout de suite tu te sens mieux, mais en réalité, après, derrière, tu as le double effet qui se coule qui va te fracasser 2 fois plus. Parce que ta cellule, avec la molécule chimique, tes cellules, en fait, elles vont être nourries dans l'extracellulaire. D'accord? Mais il n'y a rien qui va rentrer dans l'intracellulaire. Ta cellule va continuer à se fatiguer parce qu'elle ne va pas être nourrie par la vitamine C à l'intérieur de la cellule. Donc, elle va être comme si elle était boostée, tu vois, comme quand tu souffles sur une braise, d'un coup, fou, elle s'allume. Mais plus tu souffles sur les braises, et plus, en réalité, elle se consume vite. C'est marrant ce que tu disais, parce qu'il y avait quelqu'un qui parlait qui prenait du magnésium,
et qui était fatigué quand même. Et ben, le problème, c'est que du magnésium, si tu prends rien à côté, que tu fais une cure de magnésium, en fait, finalement, tu vas avoir la capacité d'absorber plein de trucs que tu absorbais pas d'habitude. Mais le problème, c'est que tu es en carence déjà, donc tu vas être obligé. Il va falloir comprendre que le magnésium, pour moi, c'est la base. Hein. C'est la base. Tu as le magnésium. Après, il faut du fer pour pouvoir assimiler la vitamine C. Et voilà. C'est tout un ensemble. Tu l'expliques. C'est malheureux, mais tu l'expliques pas assez aux gens, tu vois, pour qu'ils comprennent vraiment que les choses ont une interaction entre elles. Il faudrait presque que tu fasses ça, tu vois, pour vraiment que ça rentre dans la tête des gens. Que chaque chose est liée entre elles. Ouais, pas que tu donnes trop de vitamines à tes oiseaux. Hein. Mais je donne pas de vitamines aux oiseaux. Non, c'est une boutade parce qu'on les entend. J'ai bien compris. On les entend fort. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, pour terminer mon explication, faut savoir que nos cellules, elles tournent. Elles ont un sens de rotation. Elles ont le même sens de rotation que la planète d'ailleurs. Et les cellules, quand tu prends des vitamines naturelles, les cellules des vitamines naturelles tournent aussi dans le même sens. Alors, tout ce qui est vivant, en fait, est composé de cellules et de molécules plutôt, qui tournent dans le sens de la planète, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc, quand tu prends une molécule chimique, par contre, c'est l'inverse, elle tourne dans l'autre sens. Hein, quand on le prend. Et ouais, donc c'est pour ça que c'est très important de prendre des molécules naturelles parce que justement, tes cellules vont reconnaître naturellement une molécule naturelle, alors qu'une molécule chimique, elle va faire un effort pour essayer de l'assimiler. Et comme je t'ai expliqué, elle ne l'assimilera pas dans l'intracellulaire. Voilà, donc c'est quand même très important à savoir. Et voilà. Carrément. En gros, tu déconseilles de prendre des molécules, des vitamines que tu achètes à la pharmacie qui viennent des laboratoires Merck, quoi, par exemple. Et moi, complètement. La vitamine C, pour moi, c'est acérola et rien d'autre. Voilà. Tu la prends en acérola ou alors tu la prends en naturel, c'est-à-dire tu fais du jus de citron ou du jus de kiwi, ou tu prends des baies de goji ou encore tu prends, comment ça s'appelle, la spiruline, le principe actif de la spiruline, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui est 7000 fois plus dosé en vitamine C que. C'est un truc de fou. En plus, ce qui est génial avec la spiruline, c'est que c'est blindé de fer, de minéraux. Ouais, tu vois, c'est ça que j'aurais dû lui filer, c'est de la spiruline, ouais, carrément. Mais pas la spiruline. Tu fais magnésium, spiruline, vitamine, acérola, je pense que tu as le combo gagnant, quoi. Déjà pour te remettre un peu en forme, quoi. La spiruline en alcool, c'est super bon, hein. Alors 2 secondes, je vais vous trouver le nom de ce que je cherche. Attends, si tu me dis que la spiruline, ça peut se boire en plus en alcool, c'est magnifique. Tu fais un apéritif avec de la spiruline. Je peux t'assurer que ça se boit comme du petit lait. Pourtant, je déteste le lait. Tu bois 5-6 verres, tu te lèves, non, tu te rassieds. Ah ouais, mais si tu peux m'envoyer le lien, s'il te plaît, ça m'intéresse vachement ce truc-là. Parce que j'aime pas trop la spiruline et il faut vraiment que je la mélange avec autre chose, tu vois, pour pas qu'elle me dérange. Alors, Miko, tu vas sur Google et mon ami et tu tapes apéritif à la spiruline. Tu vas voir, c'est vachement facile à faire. D'accord. Je vais chercher. Non, mais carrément. Ouais. Quand j'étais en Alsace, il y en avait plein. Je faisais 5-6 litres de spiruline, ça passait sur un apéritif à 3. Hein. Je te dis pas l'état. Alors voilà, je viens de poster un site là. Donc, la phycocyanine, c'est la molécule de spiruline, et ils ont réussi à l'extraire en fait de la spiruline, et ils font une boisson qui est à base de phycocyanine, donc qui est totalement naturelle et qui est chargée 7000 fois plus que n'importe quel fruit en vitamine C. C'est un truc de barjo. J'ai été contacté par celui qui les distribue en France et qui voulait m'en envoyer au Maroc. Il m'a dit c'est un truc de dingue. Il m'a dit ça te revitamine, il paraît que c'est phénoménal. Voilà, je le dis. Ça fait une boisson qui est bleue. D'ailleurs, comme vous le voyez, ça fait une poudre bleue d'ailleurs. Et il paraît que c'est un principe extraordinaire, un reminéralisant, un reconstituant fabuleux parce que elle est quasiment de la même constitution que nos cellules. Voilà. Et donc, totalement assimilée par le corps humain, sans aucun effet secondaire.
Et donc, il paraît que c'est extraordinaire. Alors, c'est pas de la spiruline, hein, c'est vraiment le constituant de la spiruline. Voilà. Donc, il paraît que c'est 7000 fois plus efficace que n'importe quel truc de vitamine C que vous pourrez prendre. D'accord, ben voilà. Ben là, voilà, tu vois, je suis content parce que j'aurais appris quelque chose vraiment de très intéressant ce soir. Alors, le site pour en commander s'appelle Natura Forever. Ouais, j'ai vu le lien. Ouais. Voilà, vous pouvez y aller, allez-y. J'ai été contacté directement par le mec et il va m'en envoyer moi ici pour que je teste tout ça. Mais il m'a dit que c'était phénoménal. Il y a même des produits à base de krill. Il paraît que c'est énorme. Et on est en train de travailler là-dessus. Momo, la spiruline, on n'est pas des vaches, quoique la spiruline, c'est comme une algue. Donc effectivement, les vaches ne mangent pas de spiruline. Et puis la spiruline, à la base, c'est une algue. Donc, les vaches, au pire, à part boire dans une eau qui est blindée de spiruline, je vois pas comment elles arrivent à le manger. Ouais, alors il faut aller sur le site Natura Forever pour comprendre comment ils ont réussi à isoler le constituant de la spiruline. Allez-y, vous allez voir et vous allez comprendre. Voilà, ils sont même en train d'aller pêcher du krill, c'est-à-dire les toutes petites crevettes que bouffent les baleines en fait. Et ils sont en train de créer des tas de produits par rapport avec ça, et donc ils vont dans les mers polaires pour aller chercher du krill. Et ça se vend, c'est pas spécialement donné, c'est 40 € le flacon de je sais pas combien de millilitres. Il doit y avoir 120 millilitres dans le flacon, un truc comme ça. Ah, ça c'est mais il paraît que c'est énorme, hein. Énormissime. Alors le nigari, ça n'a rien à voir. Le nigari en réalité c'est du magnésium, c'est du chlorure de magnésium le nigari. Faut faire gaffe avec le nigari pour les gens qui sont en insuffisance rénale ou qui ont justement le rein qui est vidé, fatigué. Si vous êtes en fatigue chronique, faites gaffe avec le nigari parce qu'effectivement c'est réputé pour redonner du boost, mais si vous êtes en vide de rein, comme on dit en médecine chinoise, et que vous avez donc un problème, une insuffisance rénale, vous allez au contraire aggraver votre problème. Carrément, moi j'ai failli tuer quelqu'un avec le chlorure de magnésium. Et dans une circonstance vraiment que j'ai pas compris pourquoi ça faisait ça. Et en cherchant, j'ai compris ce que c'était que l'hypermagnésie. Et voilà. Ouais, alors vaut mieux, effectivement, Pierre, il a écrit l'eau de Quinton. Alors effectivement, ça fait partie des super reminéralisants, sans aucun risque. Le Quinton buvable, isotonique, exceptionnel, hein. Ah ouais, bah je croyais que l'eau de Quinton, c'était que un truc qui se mettait en perfusion. Bah non, c'est même plutôt interdit en perfusion maintenant, comme tout ce qui fonctionne d'ailleurs. Mais l'eau de Quinton peut effectivement remplacer n'importe quel sang. Quelqu'un qui perd son sang, vous lui faites une perte de Quinton et il va le tolérer sans aucun problème. Voilà, bah moi j'étais resté là-dessus. Je pensais vraiment que c'était un truc qui était que perfusable, mais quel est l'intérêt de le boire en fait? Ça va faire quoi? Ça va faire le même effet que si tu te le perfuses? Ça sera moins rapide, mais oui, c'est très bon de le boire aussi. Mais c'est pas le même prix alors? Non, je sais pas ce que ça. Non, c'est pas cher le Quinton, hein. C'est des ampoules. Après, il y en a qui le vendent. Il y en a qui le vendent en bouteille, en grande bouteille. Et d'ailleurs, je crois que c'était Thierry Casasnovas qui en avait fait la pub. On peut trouver du très très bon Quinton buvable. Alors, je sais plus sur quel site, je l'avais noté, mais je me rappelle plus. Et c'est pas très cher. On est bien d'accord que l'eau de Quinton, c'est de l'eau des profondeurs. Enfin, c'est pris à très très basse profondeur, et c'est de l'eau qui est diluée avec de l'eau pure. Et voilà, c'est tout. C'est juste ça. Non, c'est pas ça. Le Quinton, c'est de l'eau de mer qui a été rendue isotonique. C'est-à-dire qu'elle a la même salinité que le sang, si tu préfères. Mais c'est quoi elle a été elle a été diluée avec de l'eau purifiée. Et pour moi, c'est de ce que j'en connais, c'est ça quoi. Après, qu'est-ce qui la rend isotonique? C'est qu'ils ont rajouté, ils ont juste rajouté de l'acide basique, pour essayer d'équilibrer le truc, ou c'est quoi?
Non, non, elle est microfiltrée. Bah, va voir sur le site. Tu vas comprendre qu'il y a Franck qui t'a posté un lien. Là. Vas-y, va voir. Ah, merci, ouais. Non, mais j'avais déjà cherché un peu, mais bon, bref, ça me... C'est vraiment un truc, je me demande à quel point, enfin, pourquoi est-ce que c'est aussi efficace? Après, tu peux te dire que ça vient l'eau de la mer, tu vois, c'est notre origine, machin et tout ça, mais c'est quoi réellement qui fait que la chose, elle marche, en fait? Est-ce que toi, tu as la réponse? Parce qu'on est des animaux, on est des mammifères marins qui marchons sur la Terre et qu'on est parfaitement en symbiose avec tout ce qui a une salinité comparable. Bah, à partir du moment où on la rend isotonique, on peut boire de l'eau de mer. C'est-à-dire qu'il faut enlever une certaine quantité de sel pour que ça devienne absorbable par nous. Mais c'est quoi la différence avec l'hypertonique, Jim? Alors, non, l'hypertonie, c'est pas ça. Il faut qu'elle soit isotonique pour qu'elle soit absorbable. L'hypertonique, c'est un peu concentré en fait. Ça, c'est les traitements pour booster, puis ensuite, en entretien, on prend l'isotonique, ils disent dans les magasins bio, je crois. C'est-à-dire qu'en hypertonique, ouais, c'est ça, c'est des petites quantités, alors qu'en isotonique, tu peux en boire beaucoup plus. Et surtout, tu peux pas, voilà, c'est pour l'intraveineuse, hein, l'hypertonique, tu peux pas la mettre en intraveineuse. Alors que l'isotonique, oui. En ce qui concerne le G5, le silicium organique de Loïc Loribo, alors j'ai pas testé moi, mais il paraît que c'est très très bien. Mais ouais, faut savoir que le silicium n'est pas un constituant principal de notre organisme. Alors ça peut être intéressant peut-être dans certains domaines, mais je pense pour moi qu'il est plus intéressant de boire du Quinton que de boire du silicium G5. Et l'argent colloïdal, t'en as un avis? Ouais, c'est bien. Ça fonctionne aussi, ça. Tu peux même le fabriquer toi-même. Tu as même des appareils pour fabriquer toi-même ton argent colloïdal. Ouais, j'ai vu ça, mais j'ai peur de la qualité après. Ouais, tout dépend du prix que tu mets dans l'appareil. Hein. Tu achètes un bon appareil et tu vas te retrouver avec un bon Quinton. Après, il faut savoir le faire. Bon, c'est vrai que c'est plus facile d'en commander directement, mais bon. Bah ouais, voilà. C'est qu'en fait, le problème, c'est que si tu achètes la machine, il faut que tu aies quand même une utilité, tu vois. Rien que pour toi, c'est dommage d'acheter une machine, de l'utiliser rien que pour toi. Il faut que tu aies quand même une forme de distribution possible. J'ai un ami qui en fait de l'argent colloïdal. Celui qu'on trouve dans le commerce est frelaté. Lui le fait lui-même. Il prend de l'eau oxygénée, de l'eau distillée, mais vraiment à 100% en pharmacie. Et enfin, il achète tous les ingrédients et il le fait lui-même. Il a un appareil qui lui a pas coûté cher et il le vend moitié prix que dans les pharmacies ou dans les magasins spécialisés. Je sais qu'il m'en a fait 1 litre et que je consomme ça une fois par an pour détoxifier. C'est un très bon produit. Et pour la conservation, vous connaissez le temps de conservation de l'argent colloïdal en liquide? Il faut consommer d'abord il faut le conserver dans une bouteille en verre marron, tu vois, sombre, et le garder dans sa boîte en carton et dans un endroit sombre. À partir de là, tu peux le garder aussi longtemps que tu veux. D'accord. Et comment est-ce que tu pourrais arriver à tester son efficacité? Bah, tu le ressens sur ton corps. Sur du psoriasis, ça fonctionne. Et ça peut pas être mauvais, quoi. Même s'il est périmé, au pire, ça marche plus, ou alors tu bouffes de l'argent qui est plus colloïdal, quoi. Alors, j'avais du psoriasis et je me suis détoxifiée avec l'argent colloïdal. Mais alors, attention, il y en a 2. Il y en a un, faut faire attention, on a tendance à devenir bleu. Donc, comme les schtroumpfs, réellement. Donc, moi, j'avais l'autre. Et grâce à ça, j'ai pu détoxifier, ce qui a permis au corps de faire un nettoyage complet. Et du coup, mon pso a commencé à partir. Après, j'ai continué. J'avais un pso de presque 20 ans. Hein,
Et ensuite, j'ai continué par du silicium organique, alors évidemment quelques mois après, hein, parce qu'il ne faut pas exagérer. Silicium organique, et ensuite j'ai fait une cure de l'apacho en poudre plus du miel bio, équivalent de 5 cuillères à café par jour. Et maintenant, mon pso, je vais vous dire un truc, j'en ai plus. Par contre, je continue à graisser ma peau avec de l'huile de noix de coco vierge. Tout ceci en 1 an. Jim, c'est quand que tu vas faire une conférence avec Salim Laibi? Ah non, pas du tout, non. Ah non, ça je risque pas de faire une conférence avec Salim Laibi, non, je pense pas. Non, on doit faire une émission avec Jonathan de Exoportal qui vient de nous quitter, qui vient de partir, là, mais on devait en faire une. D'ailleurs, je voulais parler avec Putain de Radio parce que peut-être que ça peut se faire chez lui ou chez Saber, je ne sais pas. On aimerait faire des vidéos ensemble et des émissions ensemble, mais non, avec Salim Laibi, ça risque pas, non. C'est moi les traîtres, c'est pas mon truc. Hein. Ouais, mais c'est un dissident quand même. Ou chez moi, Jim. Ou chez toi, avec plaisir, bien sûr. Tout le monde. C'est un dissident. Toute seule. C'est un dissident vendu, Salim Laibi. Il a passé ces 3 dernières années à cracher sur la gueule à Dieudonné et à Soral. Mais il s'est passé quoi avec Soral? Pourquoi ils sont en embrouille? Ah